Bonjour, je suis Julie Habermann, la directrice de l'ISP, l'Institut supérieur de préparation qui prépare depuis près de 30 ans maintenant, près de 35 ans même, au concours de la magistrature. Cette vidéo va être intégralement consacrée à la réforme des 3 concours de la magistrature. Cette réforme était attendue, elle est travaillée depuis des mois, elle est aujourd'hui actée et devrait rentrer en vigueur dès le concours de 2020. La réforme des 3 concours de la magistrature est donc aujourd'hui actée. C'est une réforme en profondeur, même si l'esprit de ces 3 concours reste sensiblement le même. Le principe de la réforme. Le principe, on peut dire qu'il y a 3 directions. D'une part, il s'agit de continuer à sélectionner des candidats qui répondent à un certain nombre de critères d'exigence pour devenir un bon magistrat. La magistrature, en général, en nomme 13, dont l'autorité, l'humilité, le bon sens, la capacité de prendre des décisions, etc. Donc cet esprit reste le même. La tendance de la réforme, c'est de vouloir alléger les épreuves. Beaucoup de candidats et beaucoup de professionnels de la magistrature trouvaient que le concours était trop lourd pour les étudiants, mais particulièrement trop lourd pour les professionnels qui voulaient passer les 2e et 3e concours. Lourd à l'admissibilité et surtout lourd à l'admission. La réforme tend à progresser sur ce plan. Et modifier et alléger le programme, c'est donc favoriser l'attractivité des 2e et 3e concours qui, année après année, désertent le concours de la magistrature. Nous allons donc dans un premier temps voir les épreuves d'admissibilité du concours étudiant, c'est-à-dire du premier concours. Une épreuve de culture générale qui reste inchangée quant à la forme. C'est toujours une dissertation d'une durée de 5 heures. Le coefficient qui était de 5 passera à partir de 2020 à 4. Deuxième épreuve et 3e épreuve, droit civil et droit pénal. Procédure civile et procédure pénale. Jusqu'à maintenant dans le concours, il y avait pour la branche droit civil une dissertation et un cas pratique, et pour la branche droit pénal, procédure pénale, une dissertation et un cas pratique. Ces 4 épreuves sont transformées en 2 épreuves. Une dissertation, une seule, et un cas pratique, un seul. Si la dissertation pourra avoir lieu dans la branche civile, à ce moment-là, le cas pratique sera en pénal. La dissertation pourra avoir lieu dans la branche pénale. À ce moment-là, le cas pratique sera en civil. Il faudra donc que les étudiants travaillent à la fois la technique de la dissertation et du cas pratique, en civil comme en pénal. Mais le jour de l'épreuve, ils auront la surprise de voir si la dissertation est en civil ou en pénal, et si le cas pratique est en civil ou en pénal. Sachant que, bien évidemment, la matière déterminée pour la dissertation déterminera la matière pour le cas pratique, puisqu'il ne pourra pas y avoir dissertation et cas pratique dans la même branche du droit. Voilà, je pense que je suis assez claire. Donc, soit dissertation de civil, cas pratique de pénal, soit dissertation de pénal, cas pratique de civil, l'ensemble mélangeant la branche, c'est-à-dire civil, procédure civile, ou pénal et procédure pénale. L'ensemble des coefficients est quelque peu modifié. Avant, chaque dissertation avait un coefficient de 3 pour une durée de 5 heures et chaque cas pratique avait un coefficient 1 pour une durée de 2 heures. À partir de 2020, la dissertation sera toujours de 5 heures, qu'elle soit en civil ou en pénal, son coefficient sera de 4. Et le cas pratique sera d'une durée de 3 heures au lieu de 2, qu'il soit de civil ou de pénal, et son coefficient sera également de 4, ce qui veut dire que les 2 matières juridiques de l'écrit, pénal et civil, auront le même coefficient, même si la durée d'épreuve ne sera pas la même dans chacune de ces 2 matières. Ensuite, l'épreuve de droit public. L'épreuve de droit public, on a beaucoup parlé de sa possible disparition. Visiblement, l'ensemble des intervenants, l'ensemble des professionnels du droit étaient contre la suppression de l'épreuve de droit public. Elle est même un petit peu élargie, cette épreuve. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore d'idée fixe du programme qui va nous être communiqué très bientôt. Je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. Mais en tout cas, l'épreuve qui était avant une épreuve de 2 heures passe en 3 heures. Et le QRC
qui était une épreuve de 3 questions, donc en 2 heures, devient maintenant une épreuve de 2 questions en 3 heures. D'ailleurs, la magistrature ne parle plus de QRC, parle de questionnaire, mais ne parle plus de QRC. En effet, 2 questions en 3 heures, ça s'apparente plus à des mini-dissertations qu'à des réponses, qu'à des questions, à réponse courte. Donc il s'agit donc de faire des mini-dissertations d'1 heure et demie à peu près sur 2 sujets de droit public. Ensuite, c'est la grande nouveauté de la réforme et réintroduit l'épreuve de notes de synthèse qui avait été supprimée par la réforme de 2008, donc il y a 10 ans. L'épreuve de notes de synthèse a toujours été au concours à l'admissibilité du concours de l'ENM. Elle avait été supprimée en 2018. Elle est aujourd'hui réintégrée. Les professionnels de la magistrature et du ministère de la Justice sont unanimes pour avoir réclamé cette épreuve, qui est une épreuve intéressante, assez peu discriminante par rapport au milieu social et qui montre bien les qualités intellectuelles du candidat. Donc l'épreuve de synthèse de dossier est remise à l'admissibilité, épreuve de 5 heures avec un coefficient 3. Ensuite, nous allons parler, donc nous avons vu l'admissibilité. Donc l'admissibilité, je répète, une épreuve de culture générale, une dissertation de 5 heures, une dissertation soit en droit pénal, soit en droit civil, un cas pratique, soit en droit pénal, soit en droit civil dans la matière qui n'aura pas été la matière choisie pour la dissertation, mais ce choix se fait par le jury et non pas par le candidat. Une épreuve de droit public élargie dans le temps et limitée dans le nombre de questions, donc 2 questions en 3 heures, donc qui s'apparentent à des mini-dissertations, et la réintégration de l'épreuve de notes de synthèse. L'admission est un petit peu modifiée, c'est l'admission, et même beaucoup modifiée, c'est l'admission surtout qui était fort critiquée par l'ensemble de la profession et par l'ensemble des professionnels du droit. Ces épreuves d'admission étaient extrêmement lourdes et impliquaient plus un bachotage qu'une véritable maîtrise d'un domaine du droit. Donc l'épreuve d'admission est considérablement modifiée et donc supprimer la synthèse. L'entretien, grand oral et table ronde restent identiques, coefficient 6 jusqu'à présent, coefficient 6 toujours à partir de 2020. Les oraux techniques. Jusqu'à présent, il y avait 2 oraux techniques qui portaient chacun sur 2 matières, ce qui impliquait pour le candidat la maîtrise de 4 matières juridiques. À partir de maintenant, à partir de 2020, l'élève pourra faire un choix de matière. C'est-à-dire jusqu'à présent, l'oral d'affaires et social, le candidat tirait un sujet et au sort, il tombait sur un sujet de droit des affaires ou de droit social. À partir de 2020, le candidat choisira au moment de son inscription s'il veut présenter un oral en droit social ou s'il veut présenter un oral en droit des affaires. Identique pour l'épreuve d'européen et de DIP. Jusqu'à présent, c'était un sujet qui était tiré au sort entre européen et DIP. À partir de 2020, le candidat pourra choisir de passer soit le DIP, soit le droit européen, et même rajouter une 3e matière de droit public, qui est le droit administratif. Et donc le candidat pourra choisir pour cette 2e épreuve entre 3 matières. Le coefficient reste 4 pour chacun de ces 2 oraux juridiques, sachant que les modalités de l'épreuve restent identiques. L'épreuve de langue. L'épreuve de langue anglaise a fait l'objet d'une grande discussion et finalement, elle reste en l'état, c'est-à-dire anglais obligatoire. Le coefficient simplement passera de 4 à 3 à partir de 2020. L'épreuve de LV2 est également maintenue. Jusqu'à présent, le choix se faisait entre plusieurs langues. Seuls les points au-dessus de 10 comptaient et jusqu'à une note obtenue qui soit égale à 15. C'est-à-dire qu'en fait, l'épreuve de LV2 ne pouvait rapporter que 5 points, avec un coefficient 2, ce qui voulait dire donc 10 points pour un élève qui avait le nombre de points maximal. Aujourd'hui, les points seront comptabilisés à partir de 10 jusqu'à 20, mais le coefficient passe de 2 à 1, ce qui fait que c'est exactement la même chose. Un bon élève qui a une bonne maîtrise d'une LV2 pourra gagner jusqu'à 10 points. Voilà, nous avons fait globalement le tour des épreuves d'admissibilité et d'admission du premier concours, c'est-à-dire du concours étudiant.
je répète, donc des épreuves, une épreuve de plus à l'écrit d'admissibilité, une épreuve bien allégée dans les deux épreuves juridiques, dans les deux matières juridiques pour le grand oral, et sinon assez peu de changements. Le changement est plus considérable encore pour les élèves des deuxième et troisième concours, tant sur l'admissibilité que surtout pour l'admission. À l'admissibilité, mêmes épreuves que pour les élèves du premier concours en ce qui concerne la culture générale et la synthèse de dossier. La différence se fait au niveau des épreuves de droit civil et de droit pénal, qui seront pour les deuxième et troisième concours uniquement des cas pratiques. C'est-à-dire que la dissertation juridique de civil ou de civil et de pénal jusqu'à maintenant, est aujourd'hui totalement exclue dans le cadre du deuxième et troisième concours. Tout ça pour permettre de récupérer des techniciens du droit qui ont déjà une expérience professionnelle. Donc, une épreuve de cas pratique de droit pénal, une épreuve de cas pratique de droit civil. L'épreuve de droit public est supprimée dans le cadre du troisième concours et du deuxième concours. Donc, pour résumer, le deuxième concours étant le concours interne. Pour résumer, donc, l'admissibilité des deuxième et troisième concours, culture générale comme pour le concours étudiant, synthèse de dossier comme pour le concours étudiant, 2 cas pratiques, un en civil, un en pénal, au lieu d'avoir une dissertation et un cas pratique dans le cadre du concours étudiant, et suppression de l'épreuve de droit public à l'écrit. Quant à l'admission, elle est également très largement modifiée pour les élèves donc des deuxième et troisième concours. La table ronde reste inchangée. L'entretien individuel se basera à partir de maintenant sur le dossier, enfin à partir de 2020, sur le dossier RAEP. Bien évidemment, il faudra travailler ce dossier RAEP avec beaucoup de soin, on en reparlera sur une prochaine vidéo. Le droit public qui est supprimé de l'écrit pour les élèves des deuxième et troisième concours devient une épreuve orale, donc sur le programme qui reste le même que celui aujourd'hui de l'épreuve écrite, c'est-à-dire à la fois les libertés, le fonctionnement de la justice, et puis une épreuve au choix juridique en droit social ou en droit des affaires. L'épreuve de DIP, de droit administratif, est maintenant complètement supprimée. Donc le seul oral, les 2 épreuves orales juridiques pour les deuxième et troisième concours, c'est l'épreuve de droit public, puisqu'elle a été supprimée d'écrit, et l'épreuve au choix des candidats de droit des affaires ou de droit social. La nouveauté aussi de ce concours et de cette réforme, c'est que la langue vivante devient facultative, avec seuls les points au-dessus de 10 qui comptent, et que l'anglais n'est plus impératif. Je rappelle que je suis en train de parler du deuxième et du troisième concours. Pour le concours étudiant, l'anglais reste impératif et obligatoire. Dans le cas du deuxième et troisième concours, un oral de langue est facultatif et il pourra être choisi entre plusieurs langues. Voilà. Je vous ai fait un bref aperçu de cette réforme. Bon, cette réforme, on y réfléchit au sein de l'ISP depuis plusieurs mois, depuis qu'on sait qu'elle va passer. Aujourd'hui, elle est actée, donc je me permets de vous faire cette petite vidéo pour que les choses soient bien claires pour vous. 2 mots de conclusion, 3 mots de conclusion. D'abord, c'était une réforme attendue. C'est une réforme que je trouve pour ma part extrêmement judicieuse parce qu'elle est arrivée, ce qui n'était pas simple, à la fois concilier les exigences d'un concours de cette catégorie, de cette difficulté, vouloir continuer à sélectionner des magistrats de très bon niveau, enfin des étudiants en droit ou des professionnels de très bon niveau pour en faire des très bons magistrats, donc garder un vrai niveau d'exigence et cependant alléger quelque peu les épreuves, en particulier à l'admission, pour que l'été des candidats ne devienne pas une course de fond très lourde et qui n'avait pas grand sens sur des matières qu'au fond ils utiliseront assez peu dans leur cadre professionnel. Donc c'est une réforme attendue, exigeante, intelligente me semble-t-il. C'est une réforme importante pour les élèves étudiants. C'est une réforme fondamentale pour les élèves, les candidats intéressés par le deuxième ou le troisième concours, qui devrait leur permettre de revenir nombreux passer ces épreuves. Voilà, à très bientôt.